Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette deuxième heure du live Bradet. On va essayer de se connecter au docteur Laurent Lantieri, qui est le modérateur de cette session, et aux autres chirurgiens. En attendant, je vous donne quelques recommandations. Alors, vous me faites rentrer. Bon, excusez-moi. En attendant, je vais commencer à répondre à des questions. Donc, dans cette session, il y aura donc le docteur Laurent Lantieri comme modérateur, le docteur Jenny Milochaud et le docteur Golda Romano. MIP Center. On accepte MIP Center et Laurent Lantieri. Ah, trop bien. Comment je l'accepte? Bonjour. Bonjour Golda. D'accord. Bon, moi je vais continuer à répondre à des questions. Donc j'avais vu comme question des patientes qui disaient qu'elles n'étaient pas satisfaites de leur reconstruction. Est-ce qu'elles avaient le droit de ne pas être satisfaites de leur reconstruction? Donc la première réflexion que ça appelle, c'est que bien entendu qu'on peut ne pas être satisfait d'une reconstruction et on peut remettre son choix en question. C'est-à-dire qu'on peut aller faire une consultation avec un plasticien, encore une fois, pour décider d'abord, on peut retirer la reconstruction, c'est-à-dire qu'on peut repasser à ça. Non. Bon. Je continue. Donc on peut décider de remettre en question son choix et de changer de technique ou de renoncer à une reconstruction. Il est toujours possible, s'il y a un implant qui donne un mauvais résultat, de repasser à une reconstruction à plat ou de discuter de pourquoi la reconstruction n'est pas satisfaisante et pourquoi le résultat, comment le résultat pourrait être amélioré. Par exemple, on peut passer à un lambeau où on peut faire du lipofilling. J'ai vu une patiente qui posait comme question qu'elle avait des creux et des bosses sur sa reconstruction et que sa reconstruction, donc, par prothèse, ne la satisfaisait pas. Mais elle ne la satisfaisait pas parce qu'il y avait probablement un revêtement qui était trop fin en recouvrement de prothèse. Et donc ça, on peut le corriger par du lipofilling, on peut changer la prothèse, on peut passer sur des patients qui ont des coques. Moi, il m'est arrivé de passer en lipofilling exclusif, du coup, ou en reconstruction composite, c'est-à-dire une partie lipofilling et une partie prothèse. Je vois une autre question de Mumuche. J'habite dans une région isolée, je souhaiterais vous consulter car ma reconstruction est ancienne, les médecins sont très différents. Avec plaisir. Vous pouvez aller voir le chirurgien du Bradet qui est le plus proche de chez vous. Le plus simple, je pense, ce serait d'organiser une visioconsultation. Ça permettrait deux choses. Premièrement, de vous donner toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez réfléchir à votre reconstruction. Et deuxièmement, ça vous permet de choisir votre chirurgien. On a des accointances différentes selon les chirurgiens et je pense que quand on va consulter un plasticien, alors qu'on a le temps de prendre une décision, on va le consulter pour deux raisons. On va le consulter pour avoir des informations sur les différentes techniques possibles, mais on va aussi le consulter pour voir si on a envie de se faire reconstruire par ce chirurgien ou cette chirurgienne. Donc cette prise de contact à distance, c'est facile, ça ne fait pas perdre beaucoup de temps et ça ne coûte pas très cher. Je vais demander d'abord, j'ai enfin réussi à accepter le docteur Lantieri qui va donc rejoindre. Bonjour, professeur Lantieri. Ravi de vous voir apparaître sur cet écran. Je vous laisse la parole en tant que modérateur et vous laisse diriger cette session. De connexion. Je vais peut-être sortir, ça va être plus simple si j'enlève ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui.
Ah, On bah, vous très entend bien. très bien. Bonjour Isabelle, bonjour Golda, merci de m'accepter. Tout d'abord, merci, j'ai entendu ce que tu disais auparavant Isabelle. Euh, Tu es coupé, il y a une mauvaise connexion L'institution de faire Internet, cette Laurent. deuxième journée d'information auprès de la reconstruction mammaire. On sait que le plus difficile, c'est l'information auprès des patients. Je ne sais pas si vous me voyez bien. T'es un peu flou et un peu pixelisé, t'as pas une connexion impeccable. Pourtant, j'ai la connexion de l'hôpital, ce qui prouve que faut que faut que chez moi. N'en parlons pas. De la PHP. Ah, bon, écoutez, ok, de faire avec. Voilà, je Oui, on vous va faire entends quand avec. même bien. Je vois bien Golda, je vois très bien Golda. Voilà. Cette deuxième journée du Bradley, c'est quand même quelque chose tout à fait remarquable fait par nos collègues de l'Institut du Sein à Paris, avoir fait cette connexion entre le public et privé pour bien montrer que tout est ouvert, que c'est pas une limitation, qu'on doit pouvoir, que les patients ont vraiment le choix. Et comme tu le disais, Isabelle, tout à fait, la première chose, puisque tu parlais d'une patiente qui n'est pas satisfaite, et c'est tout à fait possible, la première chose, avant de vous faire reconstruire, une fois que vous êtes reconstruite, si ça ne va pas, c'est éventuellement d'aller consulter un autre chirurgien pour essayer de comprendre. Ça ne pose aucun problème à tout chirurgien de savoir, d'avoir un autre avis. Mais avant une reconstruction, et ça j'insiste, et je pense que je ne vois pas quelles sont je vois pas les questions, tu les vois plus que Je moi, les vois, je Isabelle. m'occupe des questions, je les D'accord. transmettrai. La première chose, c'est l'information du public. Et je crois que c'est important de dire, c'est important des patientes, c'est important de dire que la première cause en France de fait que les patients ne sont pas en construire, c'est l'information. Alors, je vais poser une question à Golda, qui est la plus jeune d'entre nous. Toi qui as été formée dans toutes les écoles, aussi bien dans les écoles de cancérologie que dans les écoles de chirurgie plastique. Qu'est-ce que tu dis à une patiente? Deux choses. D'abord, c'est une patiente qui vient alors qu'elle va avoir une mastectomie. Qu'est-ce que tu lui proposes? Qu'est-ce que tu lui dis? Ou une patiente qui a eu une mastectomie. Qu'est-ce que tu lui dis? Alors, du coup, moi, je suis Golda Romano, je suis chirurgienne plasticienne installée en privé. J'étais à l'hôpital public, je suis passée dans le service du professeur Lantieri et également à Gustave Roussy pendant 4 ans. J'ai fait beaucoup de consultations pour reconstruction immédiate, une patiente qui va avoir une mastectomie et aussi du secondaire. Mais en fait, quand elle va avoir, moi, ce que je dis toujours aux patientes, quand elles vont avoir une mastectomie, et sur le point sur lequel on se met d'accord, c'est que en aucun cas la reconstruction ne doit empêcher ou retarder le traitement du cancer. Donc le choix de la reconstruction et le qu'on va faire ensemble, il y a certaines reconstructions qui peuvent être contre-indiquées. Enfin, il y a toujours, on peut quasiment toujours faire une reconstruction immédiate. Mais le choix, on va le faire ensemble et surtout, je vais bien lui faire comprendre que c'est un plus et qu'elle y a le droit et que je vais lui donner toutes les informations et que c'est elle qui va choisir avec moi selon les informations que je vais lui dire. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas le chirurgien qui impose sa vision de la reconstruction, mais c'est un choix en accord avec les attentes de la patiente, ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Parce que dans les reconstructions immédiates, c'est des patientes qui ont un sein et qui ressortent avec une reconstruction. Donc elles ne sont pas passées par la phase où elles sont à plat, où elles se sentent mutilées. Elles passent directement avec un sein reconstruit. Et ça, je pense qu'il faut bien les préparer et bien leur expliquer que c'est un cheminement qui est long, que la priorité, c'est le traitement du cancer. Le premier temps, on le fait ensemble pour pouvoir avoir une plus jolie reconstruction après, mais que la suite, ce sera les traitements du cancer s'il y en a, et ensuite, il y aura d'autres chirurgies pour améliorer l'esthétique. Donc ça, c'est pour l'immédiat. Et pour le secondaire, bah voilà, c'est vraiment une corrélation, enfin c'est un couple qui se crée entre le chirurgien et sa patiente et on a tout le temps de réfléchir. Il n'y a jamais d'urgence dans ces cas-là. Il n'y a jamais d'obligation, on n'impose rien et il faut bien comprendre les attentes de la patiente, ce qu'elle est prête à accepter. Est-ce qu'elle est prête à avoir d'autres cicatrices? Est-ce qu'elle est prête à avoir un corps étranger? Est-ce qu'elle est prête à subir plusieurs chirurgies? Parce que, enfin, moi, je veux bien que quand elle s'engage dans un deuxième temps, donc en secondaire, en reconstruction, qu'elle soit prête à être opérée plusieurs fois. Parce que la chirurgie parfaite en une fois n'existe pas.
Il y a plein de choses qui n'existent pas. Et les réseaux sociaux, parfois, ne nous aident pas là-dessus. Ils désinforment et je pense que c'est important de leur expliquer que quand elles se lancent dans ce parcours secondaire, c'est de prendre le temps et qu'elles vont être opérées 2 fois, 3 fois, parfois 4 fois qu'elles le sachent dès le début, en fait, quelles sont les différentes étapes et c'est un pacte on se met d'accord entre le chirurgien et la patiente pour faire ce parcours ensemble. Très bien, je suis tout à fait d'accord avec toi, Golda. Ce que fait ça, c'est vraiment c'est le choix d'une patiente de faire sa reconstruction. C'est jamais une obligation, mais l'obligation inverse aussi n'est pas le cas. On ne doit pas pouvoir imposer le fait. Trop de femmes à qui on dit non, non, mais t'es très bien comme ça, continue. Je ne suis pas une femme. Hein. Dans les 4 qui sont ici, je ne suis pas une femme, mais je vois très bien toutes ces femmes à qui on a imposé le fait de ne pas avoir la reconstruction. Je pense qu'il faut que le choix, c'est important. Le choix des techniques est important. Et surtout, alors c'est pas un catalogue aussi, hein, il faut quand même dire que en fonction des états de la peau, on voit trop souvent effectivement, comme tu le disais, le problème des réseaux sociaux où les patientes viennent en disant j'ai vu ça sur internet, c'est super, faites-moi ça, c'est super, ça a marché. Comme le disait Krishna lors de la session précédente, on voit beaucoup de gens qui viennent pour la lipofilling, la greffe adipocytaire, en disant que c'est merveilleux, c'est fantastique. Si vous m'injectez de la graisse, ça va reconstruire. Il faut bien comprendre que après une mastectomie, ce qui manque, c'est non seulement de la graisse, du contenu, mais c'est aussi le contenant. Souvent, il manque de la peau, et donc on peut être nécessité à faire d'autres techniques. Et donc nous sommes maintenant 4, comme tout à l'heure. Notre nouvelle collègue qui va se présenter à tout le monde. Et je posais la question, et Isabelle sera pour conclure. Qu'est-ce que vous dites à une patiente qui vient pour une reconstruction immédiate ou reconstruction secondaire? Alors, moi, je suis le docteur Minot-Niclot, je suis donc chirurgienne sénologue à l'Institut du Sein Paris. Alors, les consultations de reconstruction sont extrêmement importantes. On doit prendre le temps avec la patiente de lui expliquer les différents modes de reconstruction. Déjà, est-ce que pour elle, elle sera en cas de reconstruction mammaire immédiate, et moi, je suis cancérologue, donc je prends en charge les ce qui est le plus souvent le cas pour moi. Dans la grande majorité des cas, effectivement, comme disait Golda, on peut proposer des reconstructions mammaires immédiates. Donc, c'est effectivement déjà informé sur cette possibilité, en sachant que ça reste toujours, comme vous l'avez très bien dit, un choix. Il y a aussi des patients qui ne souhaitent pas de reconstruction. Donc, il faut voir comment elle se projette avec son corps. Et puis, donc, bien sûr, par traitement du cancer qui sont essentiels et la reconstruction, les différents modes, les avantages et les inconvénients de chaque technique. Quand vous parlez du lipofilling, celles qui voient les reconstructions par lipofilling, effectivement, il faut bien les informer que bien souvent, c'est plusieurs sessions, c'est des chirurgies itératives et ça, elles n'en avaient pas forcément consciente avec le peu d'informations auxquelles elles avaient pu avoir accès. Et pour celles qui sont en reconstruction mammaire immédiate, ça va être effectivement en fonction de leur morphologie, de l'état cutané, quelles vont être, entre guillemets, les conditions locales et quelle sera la meilleure, des meilleures, parce que parfois, il y a plusieurs possibilités pour une même patiente de techniques possibles chez elle. Quelles seront les possibilités les plus adaptées à manque de peau, est-ce qu'il manque de volume? On peut avoir recours soit aux prothèses, soit aux lambeaux, soit au lipofilling, mais c'est une vraie discussion, un vrai échange avec la patiente. Ça peut nécessiter aussi parfois plusieurs consultations, et c'est pour ça qu'on se tient toujours à disposition de la patiente pour échanger, parce que c'est un vrai cheminement, comme tu le disais, Golda, et donc il faut être capable aussi d'échanger plusieurs fois, parce que parfois elle digère un petit peu la première information, et elles reviennent avec d'autres questions et une demande plus construite. Et c'est là vraiment que c'est décisif parfois pour le mode de reconstruction. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord. C'est effectivement ce parcours, hein, la reconstruction mammaire. Il faut le dire, il faut le répéter. On ne le fait pas en une fois. On peut enlever un sein en une fois. Le reconstruire, ça ne se fait jamais en une fois. C'est toujours un parcours plus ou moins long. Il faut que les patientes l'acceptent, soit en immédiat, soit en secondaire. Il faut dire aussi qu'en immédiat, c'est d'abord le cancer qui prime. Hein. La chirurgie de reconstruction est une chirurgie d'amélioration de qualité de vie. Et on ne fait pas de la qualité de vie en détruisant la vie. Donc il y a des indications. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'indications parce que nos techniques se sont améliorées. La première chose, c'est qu'il ne faut pas que la reconstruction empêche les traitements adjuvants, que ce soit la radiothérapie ou la chimiothérapie.
Certaines patientes vont avoir besoin d'une chimiothérapie avant, donc ce qu'on appelle une chimiothérapie néoadjuvante. On peut se trouver dans d'excellentes solutions après, de certaines patientes où la fonte complète de la tumeur nous permet de faire une meilleure reconstruction que ce qu'on espérait. Parfois, c'est pas le cas, et il faut parfois accepter de faire une mastectomie. Certaines patientes ont des cancers qui sont très inflammatoires d'emblée. C'est des mauvaises indications pour la reconstruction immédiate, même si elles le désirent. Il vaut mieux attendre quand il y a des risques importants. Et une chose que je voudrais dire aussi, c'est que dans une chirurgie secondaire, les métastases ne sont pas une contre-indication à la reconstruction si elles sont stabilisées. Lorsque les patients ont un traitement de chimiothérapie au long cours et que le traitement stabilise la maladie, on peut faire la reconstruction en fonction du risque-bénéfice. Il faut voir, bien sûr, on discute bien sûr avec les oncologues, les cancérologues, ce qu'on peut faire. Ça, c'est très important. Si le fait d'avoir une mastectomie, le fait d'avoir une localisation secondaire n'est pas une contre-indication formelle, c'est une contre-indication relative. Il faut bien le comprendre, qu'on ne vous dise pas, non, finalement, vous avez ça, on peut pas le faire. Alors Isabelle, que j'ai pas entendu, enfin que j'ai entendu un petit peu parce que j'ai écouté un petit peu ce qu'il disait avant. Et toi, qu'est-ce que tu dis aux patientes tu es chirurgien plasticien comme moi. Qu'est-ce que tu dis aux patientes qui viennent te reconstruire et tu es une femme, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis aux femmes qui viennent te voir pour la reconstruction? Je sais pas, c'est pas mon cas, hein, je confirme. T'as Qu'est-ce raison que de le tu dire dis? 2 fois, on sait Deux jamais. fois, on sait jamais. Dans le monde dans lequel on est, c'est voilà. Qu'est-ce que tu dis justement toi aux femmes qui viennent te voir? Donc vous travaillez dans un institut où vous avez une belle coopération. Ce qui est très important, c'est que toute cette approche, c'est une approche de coopération. C'est pas un chirurgien tout seul. Lorsqu'on travaille en équipe, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour les différentes techniques. Qu'est-ce que tu dis aux femmes qui viennent pour une demande de chirurgie reconstruction primaire, c'est-à-dire immédiate ou secondaire? Alors d'abord, je voudrais dire que bien que tu sois un homme, j'ai un immense plaisir à se brader, à collaborer avec les services publics et avec les autres équipes. Donc déjà, sachez qu'on a tous un grand plaisir à répondre à vos questions et à être ensemble pour le faire. Je pense qu'il faut que la patiente comprenne que le plus souvent, quand on est malade, les médecins font des ordonnances. C'est-à-dire qu'ils vous disent, voilà madame, vous avez telle maladie, donc pour le cancer, c'est ce qui s'est passé. Vous avez tel cancer, votre cancer, il a cette carte de visite. Et là, on a une préconisation. C'est-à-dire, on dit, voilà, on considère que suite à l'étude de toutes les conférences de consensus qu'il y a dans le monde pour votre type de cancer, votre âge, vos seins, etc., votre traitement, ça doit être ça. Et globalement, il n'y a pas énormément de discussion. On peut refuser un traitement, mais les préconisations, elles sont faites par des médecins et elles sont calculées selon un objectif très précis et très net, qui est la guérison. Quel est le traitement qui va donner le meilleur taux de guérison? Lorsqu'on passe en reconstruction, donc en esthétique, même si c'est de la chirurgie réparatrice, c'est quelque chose qui joue sur l'apparence. La patiente reprend le pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une technique de reconstruction idéale. C'est rare. Il y a le mélange de techniques possibles et de la volonté du choix de la patiente. Et le choix, il est à tous les niveaux. Il est sur le rythme, immédiate ou différée, différée immédiatement après la fin du traitement, ou alors certaines me disent, écoutez, j'ai suffisamment vu le médecin là pour l'année, donc on va vous fréquenter, mais un peu plus tard. Donc c'est elles qui reprennent le pouvoir. Elles reprennent le pouvoir sur leur apparence, reconstruire ou pas. Après tout, certaines sont très bien avec un sein en moins. Et nous, on était surprise au staff l'autre jour. On était donc une dizaine de plasticiens et on était 2, dont moi, qui quand même, c'est mon métier la reconstruction, à dire, je suis pas sûre que je ferai une reconstruction. Si j'avais une mastectomie, j'ai un petit sein de l'autre côté, je suis pas certaine de faire une reconstruction. Donc c'est pas un dogme la reconstruction, c'est un choix de la patiente. Et c'est pareil pour la technique. Une fois qu'on a éliminé les techniques qui n'étaient pas possibles, parmi les techniques possibles, vous avez le choix. Il faut juste bien comprendre dans quoi vous vous engagez. Par exemple, pour le lipofilling exclusif, que c'est long et que c'est éventuellement un peu aléatoire et qu'on peut bifurquer un peu en cours de route. Et une fois que vous avez bien compris, on est derrière vous pour exécuter votre choix. Merci beaucoup Isabelle, je suis parfaitement d'accord avec toi. Tu disais toi-même,
une fois qu'on a éliminé les techniques qui ne sont pas possibles, il y a différentes possibilités. C'est vrai qu'il y a des techniques qui sont possibles, d'autres qui ne sont pas possibles, et puis il y a d'autres qui ne sont pas souhaitables en fonction de l'état général de la patiente. Je voudrais d'abord poser une question, surtout à notre collègue sténologue, et puis aux autres derrière. Il y a une chose qui est importante, c'est que la plupart des patientes, surtout en France, qui est la partie de Marie Curie, vont avoir de la radiothérapie. Qu'est-ce que ça implique, la radiothérapie, dans la reconstruction? Et pourquoi fait-on de la radiothérapie aux femmes, puisqu'on dit, on leur fait aussi aux patients qui ont une mastectomie? Alors, l'indication de la radiothérapie va varier en fonction du type de la tumeur et surtout du stade de la tumeur. Donc, ça va prendre en compte l'âge, la taille de la tumeur et surtout est-ce qu'il y a une atteinte ganglionnaire ou pas. Donc, ça, comme l'a dit un petit peu Isabelle, on n'a pas le choix, il y a des recommandations et donc on ne peut que recommander aux patients ce qui a montré un bénéfice en termes de survie et de guérison. Pour le choix en termes de reconstruction, j'entends encore assez souvent des patientes qui me disent moi, on m'a dit que j'avais pas de reconstruction possible parce que j'avais une indication de radiothérapie. C'est assez classique, on me le dit en consultation. Hein. Je vous avais entendu le début du live qui évoquait la disparité peut-être en France. Hein, dans certains endroits, on n'a pas forcément accès à l'information. Et c'est vrai que j'ai souvent ce motif comme refus, en tout cas, on n'a pas proposé aux patientes une reconstruction. Donc, il faut savoir qu'on a différents modes de reconstruction. Celui qui est majoritaire, à peu près 80% des cas, ça va être une reconstruction par prothèse. Et les prothèses ne contre-indiquent absolument pas la radiothérapie. Donc, j'ai beaucoup de patientes qui me disent « On m'a dit que je devais avoir une prothèse et qu'on ne pouvait pas irradier l'implant. » Alors, on me dit parce que ça abîme l'implant, parce qu'il va y avoir une coque, c'est-à-dire une membrane dure autour de l'implant. Alors que ça abîme l'implant, non. Et en plus, ça n'induit pas de moins bons pronostics. On guérit tout aussi bien quand on a une reconstruction, donc ça n'empêche pas le traitement de radiothérapie. Et quant au risque de coque sur les implants, bien sûr qu'il est plus élevé en cas de radiothérapie, mais comme on l'a dit, la reconstruction, c'est rarement en un temps. Et le plus souvent, le deuxième temps, on va avoir recours soit à modifier un petit peu la taille de l'implant, à changer l'implant, à modifier un petit peu la loge de l'implant, c'est-à-dire à baisser un peu l'implant, remonter un petit peu l'implant, le mettre en latéral ou en interne, et à mettre de la graisse. Et en fait, de la graisse, faire du lipofilling autour pour rendre la reconstruction plus naturelle. Et en fait, ce traitement d'amélioration, c'est aussi le traitement de la coque. Donc en fait, même si on fait une coque, ça ne rajoute pas un acte chirurgical. Donc ce motif de refus de ne pas l'amener vers le cheminement de la reconstruction d'une patiente, il n'est pas justifié. Après, si on doit avoir recours à des lambeaux, je pense que vous êtes bien mieux placé que moi pour parler des lambeaux, notamment du DIEP, mais effectivement, on peut éventuellement peut-être faire la radiothérapie et reconstruire par DIEP après, parce qu'on n'aime pas forcément irradier les lambeaux, mais ça, vous allez nous en parler, je pense. Ou on peut faire aussi des séquences inversées. C'est-à-dire que, par exemple, on va faire l'irradiation finalement avant la reconstruction et reconstruire juste après par un lambeau. Et en ce qui me concerne, ça va être les lambeaux du grand dorsal, mais je pense que vous pouvez nous parler du cas du DIEP. Alors, tout à fait. Donc, je vais reprendre un peu la parole sur le DIEP parce que je dirais à tout seigneur, tout honneur, parce que j'ai introduit cette technique en France il y a maintenant 31 ans. C'est une technique qui est complexe, qui nécessite un entraînement. Golda, ici présente, a été entraînée dans les meilleures équipes, chez moi, mais aussi à l'Institut Gustave Roussy, pour faire ce type de technique. C'est une technique qui est plus complexe, qui est plus longue, qui nécessite de prendre la peau et la graisse du ventre pour reconstruire le sein. L'intérêt, c'est chez les patients qui ont une mastectomie, où il n'y a pas de peau, où ça a été irradié, où l'état est extrêmement mauvais, plutôt que de prendre un autre lambeau, c'est un lambeau qui prélève pas de graisse et on reconstruit avec les propres tissus de la patiente. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, sur la qualité de vie, on a testé ces patients 10 ans après, la qualité de vie chez les patientes qui ont une reconstruction secondaire par DIEP est une qualité de vie équivalente aux patientes qui n'ont jamais eu de cancer. Ça grossit avec le patient, ça maigrit avec le patient, c'est stable dans le temps, contrairement aux prothèses qui, elles, ne vont pas se modifier et par contre, le corps de la femme va se modifier.
Alors, les reconstructions par prothèse, oui, effectivement, on peut faire de la radiothérapie avant, après. Je pense qu'il faut absolument pas interdire aux femmes une reconstruction. Les lambeaux peuvent subir une radiothérapie à condition de bien faire attention que ces lambeaux sont bien vascularisés, bien irrigués. Parce que lorsqu'il y a la radiothérapie derrière, s'il y a le moindre retard de cicatrisation, c'est vrai pour tous les traitements complémentaires, eh bien, ça gêne les traitements complémentaires. Le DIEP, c'est une technique qui est plus compliquée, c'est vrai. Ça a un avantage de faire la reconstruction du volume en un seul temps, mais c'est 5 à 6 heures d'intervention chirurgicale. C'est plus coercitif que de faire la reconstruction par prothèse. C'est plus quelque chose qui doit être fait dans une équipe. C'est pour ça qu'ici à l'hôpital, on est plus à même de le faire. Pourquoi? Parce que c'est des techniques qui sont un peu plus longues. C'est des techniques qui nécessitent parfois des reprises chirurgicales. Mais aujourd'hui, le taux d'échec du DIEP, contrairement à ce que on dit, c'est de l'ordre dans les équipes qui le font, c'est de l'ordre de 2-3%, pas beaucoup plus lorsqu'on le fait correctement. Golda, toi qui connais tous les mondes de la reconstruction, tu as été dans le public, tu as appris à faire les reconstructions par lambeaux, tu as appris à la reconstruction par prothèse, par lipofilling, plutôt que je prêche toujours que pour ma paroisse, qui est probablement, je pense, la meilleure, mais malgré tout. Et maintenant tu es installé dans le privé, qu'est-ce que tu penses, la reconstruction, la radiothérapie, reconstruction immédiate, prothèse, lambeaux, qu'est-ce que tu orienterais par rapport à ça, et par rapport à la patiente, et par rapport au traitement adjuvant? Alors, moi, je suis d'accord avec le fait que c'est vrai qu'en immédiat, quand on sait qu'il y aura des traitements adjuvants, on a quand même plutôt tendance à orienter les patients vers une reconstruction par prothèse. Dans le cas où, en fait, dans le cancer du sein, notre chirurgien oncologie peut le confirmer, mais on a le diagnostic final qu'une fois qu'on a fait la mastectomie. Tous les examens qu'on fait avant nous donnent une orientation du traitement qu'on va avoir, mais le traitement définitif, on l'a qu'une seule fois que la pièce est tombée. Donc, en tant que chirurgien plasticien ou oncologue plasticien, eh bien, on doit avoir fait le choix de la reconstruction en se disant que peut-être que la maladie va nécessiter des traitements adjuvants, mais on n'est pas toujours sûr. Il y en a où on sait avant qu'ils auront de la radiothérapie, il y en a où on ne le sait pas. Donc, c'est vrai que dans le cas où on pense qu'il y a cette possibilité, donc qui est à peu près tous les cas de cancer, sauf les pré-cancers, on va dire. C'est vrai que reconstruire dans un premier temps par une prothèse, c'est quand même ce à quoi je pense et je pense que la plupart des gens pensent. Dans le cas où en fait les patients vont être irradiés, on préfère irradier une prothèse parce que c'est du matériel qu'on va pouvoir jeter et changer plutôt que d'irradier un lambeau. Après, il y a plein d'équipes, maintenant, il y a des gens qui irradient les lambeaux et on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de dégradation de la reconstruction. Mais c'est un peu un pari parce que la radiosensibilité des gens, pour le moment, on n'a pas de critères objectifs pour dire quelle personne va faire une réaction à la radiothérapie et quelle personne va avoir peu de séquelles de radiothérapie. Donc, au lieu de prendre ce pari-là, je serais pour dire de mettre une reconstruction par prothèse. Et quitte à, si la patiente ne veut vraiment pas vivre avec un corps étranger ou si elle développe une coque ou si voilà, elle voulait traiter son ventre, parce qu'il y a des gens aussi, parfois ils ont un excès de ventre après des grossesses, après une prise de poids, une perte de poids, et en fait ils pensent que voilà, le DIEP peut jouer sur les deux. Et on pourra changer, on aura toujours le temps de changer après et de convertir, c'est ça qu'on appelle, et convertir la technique, de changer la prothèse comme on changerait pour mettre de la graisse et une prothèse plus petite, comme le disait le docteur Sarfati, on peut changer complètement de technique en mettant un lambeau. Et c'est vrai qu'en fait, le lambeau ou la graisse qu'on va mettre entre la prothèse et la peau du sein, ça va tout changer à la qualité de peau, à la qualité de vie de la patiente, au ressenti de la reconstruction. Et ces étapes-là, elles se font après, elles se font pas dans l'urgence. Donc moi, on va. Isabelle, que tu voulais aussi dire ce que tu pensais. Toi, tu as une approche, je sais, tu fais beaucoup plus de lipofilling, ce qui est une approche différente mais complémentaire. Et aussi, je sais que vous faites beaucoup de reconstruction composite. C'est quelque chose qui est important aussi. C'est quelque chose qui a été apporté, c'est-à-dire mettre de la graisse en quantité qui permet d'avoir une surface, une épaisseur plus importante, pouvoir éventuellement mettre un implant. Ça permet dans certains cas d'avoir d'excellents résultats par rapport à d'autres techniques. Isabelle, je t'écoute. Nous t'écoutons, les noms de milliers de personnes, je sais pas combien il y a de gens qui suivent, tu le sais plus que moi, mais voilà. J'essaye de répondre aux questions en direct. Donc,
je voulais abonder dans ce que disait Golda Romano, c'est-à-dire que l'avantage de la reconstruction immédiate, même s'il y a de la radiothérapie, c'est qu'on conserve l'étui cutané. C'est-à-dire que la peau, peut-être qu'elle est modifiée et que la radiothérapie va augmenter le risque de coque sur prothèse. Néanmoins, garder à la peau la forme d'un sein nous facilite la vie et améliore la qualité de nos reconstructions après. C'est pour ça que le dogme de radiothérapie après, pas de reconstruction immédiate, a sauté, parce qu'on a réalisé que même, d'abord, c'est pas la radiothérapie n'abîme pas forcément la reconstruction. Moi, je suis surprise par le nombre de reconstructions immédiates par prothèse qui restent de très bonne qualité après radiothérapie. Et ça, bravo aux radiothérapeutes de s'être adaptés à la reconstruction immédiate par prothèse sans diminuer la qualité de leur radiothérapie, c'est-à-dire sans diminuer leur traitement du cancer du sein ou de prévention de récidive du cancer du sein. Et même quand la radiothérapie a abîmé, on est capable de garder cet étui cutané et de pouvoir soit mettre un lambeau, soit mettre du lipofilling. Donc je pense que c'est bénéfique et que c'est normal que ce dogme ait sauté et que la radiothérapie post-opératoire ne soit plus une contre-indication à la reconstruction immédiate. Je vous pose une question de Priva Tetel. Les noms des gens sur Instagram sont très particuliers. Comment se passe la reconstruction par double dieppe quand on a gardé la peau et le mamelon et l'aréole lors de la mastectomie précédente? Laurent, elle est pour toi. Le double dieppe, il est pour toi. Ça se passe bien. Merci. La première chose. Alors, le double dieppe, donc pour les gens qui nous écoutent, le dieppe, c'est une technique qui prélève la peau et la graisse du ventre, donc avec une artère et une veine, et on va le prélever au niveau du ventre et on va l'amener au niveau du sein et on va brancher l'artère et la veine. C'est des techniques qui sont complexes. Pourquoi? Parce qu'on va brancher une artère et une veine sous microscope qui font 2 à 3 mm de diamètre, parfois un peu moins. L'intérêt de la technique, c'est une technique avec les propres tissus de la patiente. Donc, si on a du ventre, ça vous gagne un ventre plat de jeune fille et on remplit en une seule fois une masse importante de graisse. Le double dieppe, si on a gardé l'étui cutané, on peut parfaitement glisser le dieppe à l'intérieur, comme on mettrait une prothèse. Il faut qu'il y ait une petite zone pour surveiller le lambeau et on va le brancher sur une artère et une veine, soit au niveau du thorax, soit au niveau du creux axillaire, suivant l'incision qui a été faite auparavant par le chirurgien. Il nous arrive de faire des reconstructions immédiates par double dieppe pour enfouir à l'intérieur en gardant l'étui cutané. Ce que disait le docteur Isabelle Sarfati juste avant, c'est effectivement que l'étui cutané, ça change la nature de la reconstruction. Lorsqu'il y a une mastectomie sans conservation de l'étui cutané, surtout sur les radiothérapies, il devient beaucoup plus difficile une reconstruction sans lambeau. Et c'est là où prend l'intérêt d'un lambeau complémentaire pour pouvoir faire l'ensemble. Lorsqu'on fait une reconstruction immédiate, alors oui, le fait de mettre un implant qui lui va donner que du volume, mais qui n'amène pas de la peau, est suffisante. Le dieppe, lui aussi, peut amener le volume. Alors, une reconstruction par double dieppe, c'est beaucoup plus long qu'une simple implant. Un plan, vous mettez des implants, et puis voilà, c'est fini. J'exagère un peu. Mais une reconstruction par dieppe, vous devez prélever un an. Ou un petit peu, c'est quand même. Alors, justement, j'exagère un petit peu, mais c'est pas aussi simple que ça. Ne pensez pas, il faut pas que les gens qui nous écoutent pensent qu'il suffit juste de glisser un implant et c'est facile. Reconstruire est toujours plus difficile que de détruire. Vous mettez un pétard, vous cassez votre maison, pour la reconstruire, c'est toujours plus difficile. Donc, il faut bien comprendre que c'est toujours plus complexe. Vous mettez un implant, il appuie sur la peau, il peut y avoir une infection, il peut y avoir des complications. C'est des choses que l'on connaît et c'est pas aussi simple que ça. Si vous faites un lambeau, vous devez prélever la peau et la graisse. Il faut l'amener au niveau du sein. C'est beaucoup plus long parce que on prélève un endroit, on va brancher l'artère à la veine, on prélève l'autre endroit, on branche l'artère à la veine, on ferme en bas, on ferme en haut. Donc c'est une intervention qui dure 8-10 heures. C'est beaucoup plus long. Ça nécessite un arrêt de travail d'environ 6 semaines. Dans des équipes entraînées, et j'insiste sur ce phénomène-là, c'est une technique qui marche très bien. Le double dieppe ne se fait pas n'importe où, dans n'importe quelle condition. Pourquoi? Parce que vous avez deux côtés qui peuvent poser un problème, deux côtés où on peut être amené à retourner au bloc opératoire. S'il n'y a pas une équipe entraînée et une équipe qui le fait derrière, eh bien, on court à la catastrophe. Nous, ici à l'hôpital Pompidou, on en fait tous les jours. Et le service que j'ai monté il y a maintenant plus de 12 ans, c'était pour qu'on fasse au moins 100 diètes par an dans un service. Et aujourd'hui, on en fait pratiquement 200. Donc, c'était c'était vraiment important. Je continue, Laurent, par une question qui va dans ton domaine. Des patientes qui demandent si une cicatrice de césarienne, voire plusieurs césariennes d'affilée,
empêche un DIEP, et est-ce que vous faites des examens particuliers pour savoir si le DIEP est possible ou pas? Alors, la cicatrice de césarienne n'est pas une contre-indication. La cicatrice, elle est juste en bas. Et en fait, lorsque l'enfant naît, les muscles sont poussés sur le côté, les artères sont sur le côté. Alors, à moins d'avoir un chirurgien, un gynécologue qui a tout décollé jusqu'en haut, ce qui est relativement rare, c'est rare que ça soit une complication, que ça soit une contre-indication. On fait avant un angioscanner, un scanner des vaisseaux. Angio, c'est les vaisseaux. Un scanner qui va nous permettre de savoir où sont les vaisseaux. Et puis, ces petites perforantes, un DIEP, c'est un acronyme anglais. Deep inferior epigastric, c'est l'artère qui est sur le côté des muscles. Et perforator, ce sont les artères qui viennent à travers et qui vont écrire la peau et graisse du ventre. Donc, on fait cet angioscanner qui nous permet de savoir si c'est possible ou pas. Et l'angioscanner peut dire quelque chose, mais il faut aussi que le chirurgien puisse voir le scanner. Avec l'expérience, certains radiologues disent non, on n'est pas très sûr, peut-être pas, c'est trop petit. Les chirurgiens qui ont l'habitude savent très bien que certaines perforantes peuvent être petites, mais que c'est tout à fait possible. La césarienne n'est pas de contre-indication, il y a d'autres contre-indications. Une lipoaspiration trop importante au niveau du ventre peut être une contre-indication. Donc, lorsqu'on part sur un lipofilling, tous les chirurgiens qui font correctement la reconstruction mammaire savent que s'ils veulent faire un lipofilling et qu'il y a un peu de ventre, ils vont pas attaquer le milieu du ventre tout de suite, parce que ça peut être une source pour faire une reconstruction par DIEP. Ils vont d'abord attaquer d'autres endroits. Et puis, si vraiment la voie par le lipofilling est bien et que ça se termine bien, on peut aller jusqu'au bout. Mais d'emblée, arracher le ventre avec une lipoaspiration et je peux plus faire de DIEP, c'est une catastrophe. Parfois, je me casse la tête, mais c'est généralement aucun de ces gens qui sont derrière cet Instagram parce qu'on travaille ensemble et qu'on sait que tout est possible. Et surtout une chose, c'est pour les patients qui parlent, parce qu'on parle du DIEP, les patients disent ah ouais, on m'a parlé du DIEP, mais mon chirurgien ne le fait pas, donc il ne le fait pas. C'est comme si on disait ah ouais, je suis cancérologue, mais je fais pas de Taxol, donc je ne le fais pas. Ah ouais, j'ai pas de radiothérapie, on le fera pas. Non, il y a différentes techniques. Peut-être que c'est pas dans tous les endroits, mais sur certaines patientes, certaines techniques sont plus adaptées, et puis surtout le désir de la patiente. Certaines patientes ne veulent pas de corps étranger et demandent un DIEP. Et puis, on transfère d'une équipe à l'autre, nous, très Absolument. facilement. Et je voudrais aborder dans ton sens, très fréquemment, les gens me disent, quand on fait des prélèvements de graisse, je vous en prie, prélevez-moi sur le ventre, parce que c'est important pour moi. Et nous, on leur dit, ah mais non, mais ça, c'est le bonus de fin de reconstruction. Parce que je garde votre DIEP, parce que c'est une assurance pour la suite. Il y a uniquement quand je peux affirmer que votre reconstruction, c'est plus que du fignolage et que je suis sûre qu'elle est safe et pérenne, que je vais me permettre d'aller griller la cartouche du DIEP parce que ça vous reste une solution de recours, un plan B. Et quand on part sur une reconstruction, en particulier une reconstruction par prothèse, bah, on a des plans B. Et les reconstructions par feeling aussi. Donc effectivement, on nous demande souvent de commencer par une liposuction du ventre et on répond souvent ah ben non, ben ça je le ferai en dernier. Tout à fait d'accord. Alors, je voudrais qu'on parle aussi d'un lambeau que nous ne pratiquons peu, mais qui est un lambeau très utile, qui est le lambeau de grand dorsal. Alors, je ne vais pas juste poser les choses. Le lambeau de grand dorsal, c'est un lambeau qu'on prend dans le dos. C'était de la technique princeps jusque dans les années 70-80. C'était la technique qu'il fallait pour quand on avait besoin de peau. Cette technique prélève un muscle dans le dos et nous, les indications grâce au DIEP se sont beaucoup diminuées, mais il y a d'autres techniques aussi que le DIEP, parce que les gens disent ah bah j'ai pas de ventre, on m'a dit qu'il n'y a pas de DIEP. Il y a aussi d'autres techniques microchirurgicales lorsqu'on peut faire un lambeau. C'est les techniques prélevées sur la cuisse qu'on appelle le PAP. Je vais demander à Golda parce qu'elle a vécu toutes ces aventures. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces différents lambeaux? Puis surtout, qu'est-ce qu'on peut dire sur le lambeau de grand dorsal? Ce qu'on peut dire de bien et ce qu'on peut dire de pas bien sur ce lambeau, qui est largement répandu, parfois un peu trop, alors que le lipofilling, les prothèses, on peut donner de très bons résultats, et parfois on met d'emblée un lambeau de grand dorsal, ce qui est, à mon sens, pas forcément une bonne chose, car c'est une technique, c'est une merveilleuse technique de recours, puisque tu parlais, Isabelle, de technique de sécurité. Le lambeau de grand dorsal, quand un DIEP n'a pas fonctionné ou quand il n'y a pas d'autre solution, ça reste une très bonne technique. Golda, je te laisse parler. Oui, je suis d'accord, parce qu'on parlait des techniques de recours pour les prothèses et pour le lipofilling en DIEP, mais c'est vrai que pour le DIEP, le recours, c'est vrai que c'est le grand dorsal. Après, comme vous dites, il y a des patientes qui veulent pas de prothèse, mais qui n'ont pas de ventre ou de cuisse
et qui veulent une technique fiable. Par exemple, si voilà, si elles ont des problèmes de santé qui font que ça doit être une chirurgie courte, avec un succès certain, c'est vrai que le grand dorsal, il n'est pas à éliminer. Et moi, ce que je dis souvent aux patientes, c'est que, hélas, dans les réseaux ou dans les commentaires, il y a le grand dorsal qui a parfois très mauvaise presse. Mais c'est en fait, le grand dorsal, c'est une technique qui a vraiment évolué dans le temps, comme le DIEP, comme les nouvelles techniques. Il y avait le grand dorsal des années 80 où il y a des chirurgiens qui ont vraiment détruit des dos et vraiment handicapé des gens avec cette technique. Mais maintenant, grâce au lipofilling, grâce à l'avancée de la chirurgie, le mini-invasif, vraiment le fait de vouloir préserver à tout prix le site où on va prendre la reconstruction, parce que jamais on va détériorer un corps pour une reconstruction mammaire. L'objectif, c'est de garder un site où on va prendre la reconstruction, donc dans le grand dorsal, le dos bien, et pour avoir un sein bien. Donc on prend des beaucoup plus petits grands dorsaux qu'avant, qu'on va aller gonfler avec de la graisse. Et donc vraiment les séquelles au niveau du dos, ils sont bien moindres que ce qu'il y avait à l'époque et ce qui est décrit et sur lequel on critique vraiment cette chirurgie. Moi, je le dis souvent aux patientes parce que parfois elles n'ont pas d'autre choix que d'avoir un grand dorsal, ça arrive quand elles veulent pas de prothèse ou quand elles n'ont pas de ventre ou qu'elles ont une plastie abdominale, etc. Et je leur dis qu'en fait, c'est des techniques qui ont des suites beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simples qu'il y a 20 ans, même qu'il y a 10 ans, qui ont énormément évolué. Donc voilà ce que je dis. Et Alors, effectivement, Isabelle, tu veux compléter? bah, moi j'ai vu des patientes à qui j'avais préconisé un grand dorsal au départ, je pense à un cas particulier, une patiente à qui on avait dit la meilleure solution c'est un grand dorsal. Et elle dit, elle n'avait pas de ventre pour faire un DIEP, elle avait un thorax très tendu, très plat, très cartonné, et elle avait peu de graisse ailleurs. Donc on lui dit, pour vous, la meilleure solution c'est un grand dorsal. Elle n'a pas voulu le grand dorsal. On a préparé la paroi, on a fait 2 lipofillings qui étaient difficiles parce que vraiment on a fait du vol de graisse, c'est-à-dire qu'on l'a retourné dans toutes les positions pour recueillir un peu de graisse. Je réponds au passage à une question qui est fréquemment posée sur le fil de questions, qui est quelle quantité de graisse vous injectez en moyenne par lipofilling. Donc je fais un aparté. Moi j'injecte en moyenne 300 à 400 millilitres de graisse non centrifugée. Ça n'est pas à comparer. Qu'on la centrifuge ou pas, toutes les études ont montré qu'on arrivait à peu près au même taux de prise. On n'a pas tous les mêmes techniques. Donc, en gros, 300 cc de graisse non centrifugée, c'est-à-dire sédimentée, c'est à peu près égal à 200 cc de graisse centrifugée. Je ferme la parenthèse. Donc, elle a tout fait pour éviter un grand dorsal. Et on a fini par faire 2 lipofillings et puis on a mis une prothèse. Pour une raison qui n'a rien à voir avec la reconstruction elle-même, elle s'est brûlée le sein. Il y a eu une brûlure, il y a eu une nécrose transfixiante qui fait qu'on a été obligé de faire un grand dorsal en urgence parce que c'était la seule manière de sauver sa reconstruction. Et après ça, elle m'a regardé, elle m'a dit « Ah ben vous auriez dû me dire que c'était que ça le grand dorsal, puisque je me serais jamais autant cassé la tête. » Je dis « Bah oui, on vous l'a dit, mais vous n'avez pas cru. » Donc voilà, le grand dorsal a mauvaise presse, Très à mauvaise tort. presse. C'est vraiment un lambeau qui est extrêmement fiable et qui permet de donner un très bon résultat de reconstruction, vraiment en général avec le premier temps, d'emblée. Alors, je suis tout à fait d'accord. Toutes les circonstances. Le grand dorsal est une bonne technique. C'est une technique très fiable. Mais je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que il ne faut pas faire du grand dorsal au prétexte qu'on ne sait pas faire le DIEP. Ça, c'est quand même très important. Il y a des patients qui ont vraiment du ventre, qui ont des seins qui sont volumineux, et le DIEP est parfaitement adapté pour eux. Dans ces cas-là, il faut vraiment le faire. Je voudrais qu'on parle, parce qu'il nous reste un petit quart d'heure, qu'on parle là maintenant des reconstructions immédiates chez les patients qui n'ont pas de cancer. Et il y a une demande très claire, de plus en plus, et il faut y accéder, aux patientes qui ont des facteurs favorisants, qui ont une anomalie, BRCA1, qui est le premier qu'on a déterminé. Il se trouve que le BRCA1 a été déterminé à peu près la même année où on a inventé le DIEP, donc ça prouve que les choses avancent aussi. On a quand même des personnalités qui en ont parlé. Angelina Jolie, il y a quelques années, a eu une mastectomie, une reconstruction immédiate par prothèse. Ce sont des très bonnes indications de reconstruction par prothèse et qui permettent de réduire ce risque. Et dans les statistiques, les patients qui sont BRCA1 ont un risque d'à peu près 75% d'avoir ce risque et ça redescend à 2%.
Je voulais demander à notre collègue scénologue qu'est-ce qu'elle pense réellement. Est-ce que cette action-là que nous avons, et que le Bradé, je pense, en fait partie, de pouvoir vraiment faire la promotion de ces chirurgies préventives du cancer, qu'est-ce qu'elle pense par rapport à ce risque qu'ont ces femmes d'avoir ce type de cancer? Alors, bien sûr, les mutations, hein, donc pour les plus connues, comme vous l'avez évoqué grâce à Angelina Jolie, c'est les mutations BRCA, BRCA1 ou BRCA2, mais il y en a d'autres, hein, pas le B2, qui prédisposent au cancer du sein et au cancer de l'ovaire également pour certains. Donc, ces patientes-là vont avoir un risque très élevé de cancer du sein, à peu près 75% pour BRCA1, soit un peu plus de 50% pour BRCA2, et vont avoir le choix entre une surveillance rapprochée annuelle par une mammo, une écho ou une IRM, pardon, ou de faire une chirurgie prophylactique. Donc, comme vous l'avez dit, la chirurgie prophylactique va permettre d'effondrer leur risque. Je préviens toujours mes patients, jamais zéro risque, mais effectivement, on effondre leur risque. Donc, il y a des patientes qui vont avoir une histoire familiale importante qui va avoir amené à découvrir cette mutation. Par exemple, leur mère va avoir fait un cancer du sein, leur grand-mère un cancer de l'ovaire, et puis la sœur aussi un cancer du sein, et ça a déclenché les recherches génétiques. Et à ce moment-là, on met une mutation en évidence et se pose la question pour elle, qu'est-ce que je fais? Et il y en a qui, effectivement, il y a certaines patientes qui disent moi, je ne peux pas supporter le poids de la surveillance de chaque année, aller faire mes examens et attendre patiemment les résultats avec la sensation qu'à chaque fois j'ai l'épée de Damoclès sur la tête et que cette fois-ci, cette année, ce sera pour moi. Donc, je pense que pour ces patientes qui sont angoissées, qui ne supportent pas ou cette angoisse, ou celles qui veulent mettre toutes les chances de prévention de leur côté, il y en a qui me disent pour moi, de pouvoir bénéficier d'une chirurgie prophylactique et d'en prendre la décision, c'est une chance de me mettre à l'abri, donc j'opte pour ce choix. C'est effectivement de bons choix. Mais encore une fois, c'est aussi une discussion à avoir avec les patients sur quel est leur risque personnel. C'est des chirurgies qui n'ont jamais d'urgence parce que parfois, j'en ai qui arrivent en consultation en disant on vient me diagnostiquer une mutation, vite, il faut faire une mastectomie bilatérale et une annexectomie bilatérale. Non, il faut relativiser. Le risque cumulé, il est certes élevé, mais le risque annuel, il va être beaucoup plus faible en fonction de la tranche d'âge. Donc, on va être plus autour de 3-4% annuel. Donc, on peut se poser, prendre le temps de la discussion, réfléchir sur la stratégie qu'on souhaite adopter, si on souhaite une chirurgie, et puis parfois, est-ce que finalement, on va faire la chirurgie des ovaires avant la chirurgie de mastectomie? Et puis, accompagner la patiente, la faire échanger avec le psychologue aussi si elle a besoin d'échanger, c'est même vivement conseillé pour cheminer dans sa réflexion. Mais je pense qu'effectivement, c'est une très bonne stratégie de prévention si la patiente y adhère. Alors, notre chirurgie de prévention, c'est clair, malgré tout, ça reste une chirurgie invasive, donc les patientes ont tendance à dire, mais est-ce que je dois y aller ou pas? Première chose, c'est une chirurgie de prévention et c'est la seule prévention. Le fait de surveiller n'est pas une prévention, ça il faut que les gens le comprennent. On surveille et un cancer peut arriver entre les deux. Mais je suis parfaitement d'accord, il n'y a jamais d'urgence, c'est une décision et c'est une proposition qu'on fait. Je dis toujours aux patientes, vous n'êtes pas malade et nous, notre but, c'est que vous ne le soyez pas. Donc, s'il ne s'agit pas de tout enlever et que vous ayez ensuite des séquelles alors que vous n'avez pas eu de cancer. Une précision, pourquoi est-ce qu'on ne descend pas à 0%? C'est parce que la glande mammaire est une glande cutanée. Elle vient de la superficie vers la profondeur. Et lorsqu'on veut faire avoir un bon résultat, on va regarder l'étui cutané et on va garder l'aréole et le mamelon pour vraiment avoir un très bon résultat. Oui, ça augmente un petit peu le risque, mais les quelques cancers qui apparaissent sont souvent très superficiels, très faciles à détecter, contrairement aux patientes qui font simplement une surveillance où le cancer peut être en profondeur. Souvent, c'est ce qu'on appelle un triple négatif, c'est-à-dire un cancer qui est de mauvais pronostic. Donc, cette chirurgie permet d'éviter ce risque-là. Je dis que c'est invasif, mais est-ce qu'on peut faire des choses minimales invasives? C'est pour ça que je m'adresse à Golda, qui est une adepte de la minimale invasive, puisqu'il travaille avec Benjamin Serfati sur des sujets pour essayer justement de diminuer l'impact que nous avons, les séquelles que nous avons sur le cancer du sein. Comment est-ce que tu approches, toi, une femme qui vient qui est BRCA1, BRCA2, qui dit
barrez-moi les deux seins, je veux vivre comme une femme avant et je veux plus qu'on m'en parle, je veux être libéré de ça. J'exagère un peu parce que les femmes ne parlent jamais comme ça. Non, non, mais c'est vrai qu'il y a cette demande, elle existe de plus en plus. Et grâce à Angelina Jolie, il y a beaucoup de femmes que ça a permis d'éviter d'avoir des cancers. Et enfin, ça a vraiment démocratisé la mastectomie prophylactique. Euh, donc oui, c'est vrai que c'est ce que vous disiez, professeur, c'est que ça peut être mutilant, ça reste une chirurgie chez des patientes qui ne sont pas malades. Donc la demande esthétique est encore plus exigeante. C'est des patientes qui sont jeunes, parce que les recommandations de mastectomie, c'est à partir de 30 ans. Donc souvent, voilà, il y a eu des cancers dans leur famille, elles sont un peu traumatisées. Donc c'est vrai qu'avec le mini-invasif, il existe des techniques où il n'y a pas de cicatrice sur le sein. Et pour une patiente qui n'a pas de cancer du sein, ça reste quelque chose qui est vraiment enfin, important d'avoir le moins de cicatrices. Ces techniques, elles sont pas pour tout le monde. Évidemment, il faut avoir une forme de poitrine particulière, pas de problème de santé à côté, voilà, pas de tabac. Enfin, il y a plein de choses qu'on doit aligner, mais il y a des techniques par robot en particulier qui sont faites à Gustave Roussy. Avec des robots, on fait une petite cicatrice sous le bras et on va aller retirer toute la glande par une cicatrice qui est sous le bras pour mettre un implant. Il y a d'autres chirurgiens qui ont mis des lambeaux dans ces techniques-là. Bon, c'est un peu plus difficile hein, Un peu parce plus qu'il technique, faut se un peu plus brancher dans technique. le On l'a bras et qu'on fait, n'a pas c'est beaucoup de plus technique. visibilité. Et il y a des techniques avec de l'endoscopie qui sont plus accessibles même en clinique. Donc ça veut dire que c'est avec des colonnes d'endoscopie comme les chirurgiens digestifs quand ils opèrent les organes digestifs sans faire d'ouverture. C'est la célioscopie. Ben, on fait aussi des mastectomies par voie axillaire avec ces techniques-là. Donc voilà, il existe plein de nouvelles techniques, la recherche, elle avance. Après, ces techniques ne sont pas pour tout le monde. Il y a toujours, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est un accompagnement, enfin, on accompagne le patient dans sa décision, on lui dit ce qui est possible et ce qui n'est pas possible de faire. Et surtout, bah, le DIEP, enfin voilà, je reviens sur le professeur Lantieri, c'est vrai que c'est une technique où on peut reconstruire les deux seins en même temps par la graisse, donc qui ressemble à la glande mammaire. Donc c'est vrai que chez des patients jeunes qui ont un peu de ventre, en prophylactique, c'est vraiment pour la qualité de vie par la suite, c'est vraiment des patientes qui sont extrêmement satisfaites. Après, voilà, il faut qu'elles soient prêtes à accepter la cicatrice dans le ventre, qu'elles soient gênées par leur ventre et que ce soit un bénéfice. Mais c'est des mastectomies chez des patientes jeunes, pas malades. Et donc, avec cette reconstruction, elles vont vivre avec toute leur vie, quoi. Donc, c'est important de prendre le temps, de faire le bon choix. Et il n'y a aucune urgence médicale à le faire. Voilà, donc prendre des avis, aller consulter des chirurgiens différents, regarder les différentes techniques, parler dans les blogs des patientes qui ont fait ces techniques. Enfin, vous avez le temps de prendre des témoignages et de vraiment, vraiment vous renseigner par rapport à vous, par rapport à votre morphologie, par rapport à vos attentes, parce que ça va être important pour la suite de votre vie, quoi. Alors, j'ai une dernière question à vous poser et ensuite, Laurent, il faudra mettre à 57, 58 un terme à cette session pour pouvoir passer sur la Attends, suivante. j'aimerais continuer encore. Mais reste, il n'y a pas de problème, on a un plaisir à être avec toi. Une question, quelle technique privilégier pour pouvoir garder les mamelons? Qui veut répondre à cette patiente? En fait, je pense que ça n'a rien à voir avec la technique de reconstruction, mais je crois qu'il faut expliquer parce qu'il y a un Voilà, mélange entre les deux. c'est très clair. C'est très clair. La glande mammaire va jusqu'à l'aréole et jusqu'au mamelon. Si c'est un cancer qui va jusqu'au proche de l'aréole et le mamelon, il faut malheureusement enlever l'aréole et le mamelon. Si vous avez par exemple un cancer qu'on appelle intracanalaire, dans la glande mammaire, vous avez les acinyles, les lobules qui émettent le lait, et puis vous avez, qui partent de là, les canaux, et ces canaux vont jusqu'au mamelon. Si vous avez une lésion qui est très périphérique, on peut garder l'aréole et le mamelon. On peut être conservateur de l'aréole et le mamelon. Mais lorsque cette lésion va jusqu'à l'aréole et le mamelon, malheureusement, il faut l'enlever. C'est malheureusement souvent le cas dans les carcinomes intracanalaires parce que ce sont les canaux qui vont jusqu'à l'aréole et le mamelon. Donc, il n'y a pas de technique chirurgicale à proprement parler qui va de reconstruction, qui va privilégier l'un ou l'autre. C'est l'indication de la cancérologie qui détermine ce que nous devons enlever. Je le répète, la glande mammaire est une glande cutanée. Donc, en fonction de l'atteinte,
du cancer, on va avoir enlevé plus ou moins de peau. Malheureusement, de temps en temps, on ne peut même pas garder les plis cutanés parce que la lésion est trop importante, il faut enlever beaucoup. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Nous, chirurgiens reconstructeurs, notre but, ce n'est pas de faire le plus beau sein. Notre but, c'est de faire la meilleure qualité de vie sans obérer l'espérance de vie. Et c'est parfois extrêmement complexe, on utilise des lambeaux compliqués pour y arriver. Parfois, c'est beaucoup plus simple, où une mastectomie sous-cutanée va garder là l'étui cutané et une prothèse. Mais ça n'est pas la technique chirurgicale qui va déterminer le résultat, c'est vraiment, qui va déterminer ce qu'on doit enlever, c'est vraiment la nature du cancer. On est à 57-58, on va bientôt terminer cette session. Je ne sais plus qui est derrière, mais on a encore 2 heures à discuter. Donc, alors derrière, ça va être le professeur Michael Atlan qui revient modérer. En deuxième session, voilà. Et il sera accompagné du docteur Benoît Coutureau de l'Institut Curie et de l'Institut du Sein, du docteur Neil War et du professeur Frédéric Baudin. Place à la 3e session. À bientôt à tous et à toutes. Merci beaucoup. Au Merci revoir. à tous. Au revoir.